Je dois vous dire quelque chose de bizarre qui s'est passé quand je préparais cette vidéo. J'ai passé des dizaines d'heures à éplucher les comptes, les chiffres pour essayer de comprendre, pour avoir une meilleure vision du marché. Et plus le temps passait, et plus j'ai vu qu'il y avait un cabinet qui avait un comportement qui était un peu, qui m'a surpris, qui est un peu bizarre. C'est pas le cabinet qui a le plus d'effectifs. C'est pas le cabinet qui réalise le plus de chiffre d'affaires. Et par exemple, en France, c'est le cabinet qui compte le moins de bureaux. Mais pourtant, plus j'avançais pour comprendre qui domine vraiment l'audit, et plus je me rendais compte qu'en fait, ce cabinet qui a l'air de rien, c'est au niveau mondial le leader incontesté en audit financier. PwC. Je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans en audit financier dans un Big Four à Paris. J'ai animé plusieurs séminaires dans lesquels j'ai formé plus de 120 juniors. Et mon ambition avec Audit IQ, mon ambition avec cette chaîne, c'est de te donner toutes les informations pour que toi aussi, tu puisses réussir au sein des grands cabinets. La promesse que je te fais, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre exactement comment les Big Four et Mazars se distinguent. Alors c'est parti, let's go! Je sais que parmi vous, il y en a qui s'en foutent complètement des chiffres, de savoir qui pèse de plus ou qui a le plus de bureaux. Je sais que, au fond, ce qui peut vous intéresser, c'est de comprendre exactement quel est le cabinet le plus, soi-disant, prestigieux. La fame, le prestige, c'est forcément subjectif. Et si vous voulez mon avis, la plupart des cabinets, franchement, ils sont similaires à 90%. Par contre, je dois être honnête qu'en faisant mes recherches, quand j'ai vraiment aussi cherché à savoir quel cabinet avait la meilleure image, que ce soit à l'international ou en France, c'était souvent PwC qui ressortait. Et j'ai cherché des chiffres. Et en fait, je me suis en effet rendu compte que ça s'explique parce que PwC, c'est avec EY le cabinet qui a un peu, ce sont deux cabinets qui recrutent le moins. Par exemple, il y a quelques années, en 2020, là où Deloitte et KPMG recrutaient toujours plus de 2000 personnes en France, EY recrutait 1300 personnes et PwC que 1500 personnes. Quand on regarde ce que disent les chiffres, PwC est le numéro 2 en termes de chiffre d'affaires, toute activité confondue, mais quand on se concentre spécifiquement sur l'audit financier, ils sont numéro 1. PwC sera notre leader en audit financier. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous aider à répondre en entretien à la fameuse question « Pourquoi nous et pas un concurrent ?» Donc c'est pour ça que je vous ai fait une fiche qui va synthétiser l'essentiel des informations. Le lien est en description. Le plus grand des Big Four est de très très loin, que ce soit en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, c'est Deloitte. Pour bien que vous puissiez comprendre, Deloitte, en 2024, pesait plus de 60 milliards d'euros. Autrement dit, il faudrait rajouter au plus petit des Big Four un chiffre d'affaires équivalent à celui de Danone pour atteindre Deloitte. En réalité, les Big Four ne sont pas des cabinets d'audit. Non, ce sont des cabinets pluridisciplinaires. Quand on va sur le site de Deloitte, et c'est pareil pour les autres cabinets, on se rend compte qu'en effet, il y a plusieurs service lines. Vous avez bien sûr l'audit, l'assurance, donc autrement dit, le fait de certifier le travail des comptables. Vous avez la partie Financial Advisory,
qui est relatif aux métiers comme le M&A, l'ETS, le restructuring. Vous avez risk advisory, vous avez la fiscalité, vous avez la partie avocat, la partie légale. Mais quand on regarde un peu le détail, le plus important pour les cabinets, en particulier pour Deloitte, c'est la partie consulting. Le conseil, c'est un peu la foire. Si vous avez toujours eu du mal à y voir clair, c'est normal. Pour vous donner des exemples de missions de conseil qu'on pourrait avoir, c'est par exemple, vous êtes un pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez devoir privatiser vos banques, vous avez besoin d'un coup de main, vous faites appel à PwC. Vous êtes le Vatican, vous avez été frappé par un scandale. Et du coup, vous faites appel à KPMG, à McKinsey ou à EY pour vous aider à mettre un peu de l'ordre dans vos comptes. Ou plus récemment, vous êtes la France, vous faites face à une crise majeure, vous faites appel à McKinsey ou à Accenture pour vous aider à la gérer. C'est ça le conseil. Ça peut vraiment toucher différents types de missions. On peut distinguer, en gros, deux branches du conseil. Vous avez le conseil en stratégie. En business, quand on parle de stratégie, on parle de décisions qui impactent sur le long terme. Donc, généralement, à plus de 5 ans. Les leaders du conseil en stratégie, ce sont les MBB, donc McKinsey, Bain et BCG. Vous avez aussi en conseil en stratégie des Big Four qui ont leurs propres entités juridiques spécialisées en conseil en stratégie. Par exemple, Deloitte, ils ont Monitor Deloitte et EY, ils ont EY Parthenon. Mais il y a une autre branche du conseil qu'on pourrait appeler du conseil opérationnel, qui est à moyen, voire à court terme. Et à ce petit jeu-là, historiquement, ça a toujours été Deloitte qui se distingue. Par exemple, en 2023, on voit que sur les presque 65 milliards de chiffre d'affaires qui ont été réalisés par Deloitte, on a plus de 40% du chiffre qui concerne la partie consulting. Et finalement, pour Deloitte, l'audit, ce n'est qu'un sous-métier qui représente que 20% de leur chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que Deloitte, ce sera notre mastodonte du conseil. En France, vous avez un cabinet qui a une stratégie à l'opposé des autres. PwC et la plupart des cabinets limitent leur présence aux grandes villes. Par exemple, Price ont 14 bureaux à Paris, Rouen, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse. Là, vous avez la carte d'un cabinet qui a une stratégie complètement différente. KPMG. Ils sont présents à Amber. Ils sont présents à Chinon. Ils sont présents à Gien. Ils sont présents à Groslay. Ils sont présents à Agen. Ils sont présents à Buch. Qu'on se le dise, au niveau mondial, KPMG, c'est très clairement le plus petit des Big Four. Par contre, en France, leur stratégie d'être présent dans toutes les petites villes, elle s'explique parce qu'ils ont une volonté d'accompagner tous les entrepreneurs et pour ça, d'être un peu le Big Four de proximité. Et ça fonctionne, puisque en France, KPMG, c'est de très loin le cabinet qui compte le plus d'effectifs, avec plus de 10 000 salariés. C'est pas tout, puisque KPMG a une arme secrète. Quand j'étais senior, la plupart des stagiaires avec qui je travaillais, qui étaient dans mon équipe, ils avaient qu'un seul mot à la bouche. Quand je leur demandais quels étaient leurs projets, c'était à 80%, je veux faire du TS puis du M&A. Et dans ces domaines-là, en France, ça a toujours été KPMG qui domine les autres. Par exemple, en TS, ils ont 212 mandats, là où PwC, le second, on n'a que 192. Et en M&A, ce sont eux aussi qui dominent le marché. Par exemple, en 2020, ils avaient réussi à boucler 33 deals. Donc ça,
c'est pour la France. Il n'en reste pas moins qu'au niveau mondial, c'est vrai que KPMG, en termes de chiffres, est un peu derrière euh, EY, donc le troisième des Big Four. Et c'est pour ça que KPMG sera notre petit frère. Peut-être que vous avez remarqué que pour l'instant, dans les graphiques, il y a un petit cabinet qu'on n'a pas beaucoup vu. Et ce cabinet-là, c'est Mazars. En fait, c'est volontaire. Parce que, qu'on se le dise aussi, au niveau mondial, Mazars est très, 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 très loin derrière les Big Four. Mazars réalisait un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, qui est plus de 10 fois moins que KPMG. Il faut savoir qu'on audite, après les Big Four au niveau mondial, les cabinets qui dominent, c'est des cabinets comme BDO et RSM Grant Thornton. Au niveau mondial, on voit qu'ils ont aussi un train de retard. Sauf que les choses sont en train de changer. En juin 2024, Mazars a fusionné avec Forvis, qui était un cabinet américain, pour devenir Forvis Mazars. Leur ambition, c'est de rejoindre le top 10. Pour l'instant, ils réussissent à réaliser 5 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc, ils seront légèrement derrière un cabinet comme Grant Thornton. Et là, on pourrait se demander, ok, bah, quel est l'intérêt de bosser chez Mazars? Pour moi, Mazars a deux avantages. Premier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Big Four, en audit financier, vous serez sectorisé. On va vous demander de rejoindre ce qu'on appelle une business unit, par exemple industrie, grande consommation, immobilier ou entité publique. Mazars, par contre, eux, ils sont pas sectorisés. Donc vous allez pouvoir passer d'un business à un autre. Deuxième aspect, qui est un peu plus difficile à matérialiser, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les Big Four ont une culture qui est anglo-saxonne. Mazars, c'est un cabinet qui est bien franchouillard, qui a été créé en 40 à Rouen et encore aujourd'hui qui a une culture bien bien française. En 1940, à Rouen, un jeune homme décide de créer son propre cabinet comptable. Le cabinet Mazars est né, porté par les valeurs fortes de son fondateur, Robert Mazars. Résistant, visionnaire, il a toujours pensé qu'intégrité, solidarité, compétence et indépendance se conjuguaient pour le meilleur. Le meilleur, c'est s'épanouir, recruter, former, grandir ensemble et faire confiance à ses collaborateurs. Évoluer en ouvrant tout d'abord un bureau à Paris en 1965, sans perdre de vue ses origines. C'est aussi donner un nouvel élan à l'entreprise en la transmettant à ses associés en 1983 et en fusionnant avec Gérard Viala en 1995. Le meilleur, c'est également gagner de nouveaux clients et s'ouvrir à l'Europe grâce à la nouvelle génération. Avec d'autres valeurs qui s'additionnent à celles d'origine, comme la responsabilité, la diversité et la continuité. Les générations se succèdent, mais notre expérience et notre compétence perdurent et évoluent avec le même ADN. Mazars, c'est aussi et surtout un formidable développement à l'international qui s'accélère depuis 10 ans, avec désormais 17 000 collaborateurs à travers 77 pays sur 5 continents. Aujourd'hui, c'est à nous de créer l'avenir de Mazars, de continuer cette aventure humaine reçue en héritage, parce que c'est notre histoire, notre identité, et nous en sommes fiers. Là où le chiffre d'affaires de Mazars International est loin derrière, Mazars réussit à tenir la distance avec les Big Four, en France spécifiquement, en réalisant un chiffre d'affaires de presque 600 millions d'euros. Euh, mais, comme vous le voyez, il y a un dernier cabinet dont on n'a pas encore parlé et pourtant qui réalise le plus de chiffre d'affaires au niveau français, et vous allez voir que la raison pourra vous étonner. Il est temps qu'on parle d'EY. Alors, EY, c'est un peu comme PwC. Vraiment, ils sont spécialisés en audit. En termes de chiffre d'affaires, c'est le deuxième cabinet en audit dans le monde. En France, c'est pareil. Ils n'ont pas un effectif de malades, mais pourtant, c'est eux qui réalisent le plus de chiffre d'affaires. Et il y a deux raisons qui expliquent ça. Pendant très longtemps, EY, ça a été le cabinet des grands comptes. Par exemple, en 2020, ils auditaient 26% du CAC 40. Là, au PwC, par exemple, c'était que 22%. C'est pareil pour le Next 20, donc les 20 entreprises juste après le CAC. Là où Mazars est à 19, EY, eux, sont à 27%.
La deuxième raison, elle est un peu particulière. Tous ces logos, tous ces sigles, en fait, ils viennent pas de nulle part. C'est parce que l'histoire des Big Four a été très très mouvementée. Ils sont tous nés de fusion de différents cabinets. Par exemple, PwC, c'est la fusion entre un cabinet qui s'appelait Price Waterhouse et un autre cabinet qui s'appelle Coopers. EY, c'est la fusion entre Ernst and Young. KPMG, c'est pareil, c'est la fusion entre deux cabinets différents. Sauf que ce qui s'est passé, le plus grand move des cabinets, c'est que tous les cabinets, tous les Big Four étaient là depuis les années 80. Sauf qu'il y en a un dont on parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est Arthur Andersen. Et c'était pas n'importe lequel. C'était pas peut-être le cabinet qui réalisait le plus de chiffre d'affaires. Par contre, c'était l'un des cabinets les plus prestigieux, si ce n'est le plus prestigieux, jusqu'aux années 2000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un scandale, le scandale Enron, qui a détruit le cabinet Arthur Andersen. En gros, Enron, c'était un leader mondial de l'énergie, une boîte qui était basée aux US, qui était auditée par Arthur Andersen. Et en fait, il y a eu des investigations qui ont montré que Enron avait fraudé lourdement leur compte et Arthur Andersen avait été complice. Forcément, après un scandale comme ça, même si Arthur Andersen survit avec une autre entité juridique, le plus important sur le marché financier, c'est ça un peu le rôle de l'éditeur financier, c'est d'apporter une certaine confiance. Et le nom Arthur Andersen a été sali. Ce qui a fait que Arthur Andersen a en quelque sorte fait faillite. Sauf que les cabinets, ce sont des structures professionnelles où la valeur la plus importante, au-delà du nom, ce sont les gens. Quand Arthur Andersen a ralenti et a arrêté ses activités, forcément, vous aviez des dizaines, des centaines de milliers d'employés qui se sont retrouvés sur le carreau. Mais ces employés-là n'avaient certainement rien à voir avec le scandale. Et ce qui s'est passé, c'est que Arthur Andersen a été dépecé par les autres cabinets. KPMG ont racheté la branche Afrique du Sud, Nigeria, Japon. Deloitte, ils ont eu la Belgique, le Brésil, le Canada, l'Italie, etc. Et le cabinet qui a racheté les activités françaises d'Arthur Andersen, c'est EY. C'est pour ça qu'aujourd'hui, EY est le plus gros cabinet en termes de chiffre d'affaires et en audit en France, et pour moi, est à coude en termes de prestige avec PwC. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux scandale Enron qui a bouleversé complètement le marché, j'en ai fait une vidéo à part entière, on se retrouve ici, et sinon moi je vous dis salut. La majorité d'entre vous, vous connaissez plus ou moins tous les Big Four, ces grands cabinets de conseil et d'audit qui dominent le monde de la finance. Mais si je vous disais qu'avant d'être les Big Four, pendant très longtemps, ils étaient connus comme le Big Five. Si je vous disais que le 5e cabinet n'est pas n'importe lequel, mais certainement le plus prestigieux. Si je vous disais que ce cabinet-là, qui pesait des milliards d'euros, a disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais vous parler du scandale Enron, le plus gros scandale comptable de l'histoire, qui a mis à terre celui que j'aime bien appeler le fantôme des Big Four, Arthur Andersen.